Alors, Catherine Kolko est psychanalyste. Elle est membre de la Société de psychanalyse freudienne, la SPF, dans laquelle elle anime un séminaire sur l'angoisse depuis 7 années. Pas cette année, 7 années. 7 ans. Elle signait en 2000 un livre qui a été beaucoup diffusé dans la communauté analytique et qui a eu un beau retentissement, qui s'appelait Les absents de la mémoire, figure de l'impensé, sur lequel nous reviendrons, puisque Catherine, tu y déroulais un fil que tu n'as jamais lâché, semble-t-il. Enfin, tu es une compagne de route de tous les débuts de notre association. Tu étais en effet contributrice et intervenante dans le premier colloque de l'APM sur la libre de chair, avec ton texte « Tout va bien », et également au colloque qui s'est déroulé au Québec autour de l'acte entre transfert et savoir. Nous t'y avons entendu sur savoir et oubli, 2 dimensions du transfert. C'est un texte d'ailleurs que j'ai pu discuter avec toi il y a 1 ou 2 ans, lors de la présentation chez l'IPSI de ce numéro de l'APM, présentation que j'assumais avec Daniel Lévy et Houchon, ici présent. Dans ce texte, tu livres ta conception du transfert, cette dynamique formidable qui met en acte l'inconscient et suscite une adresse. Et tu attaches beaucoup d'importance à l'adresse. Un patient se plaint-il auprès de toi de ne pouvoir dormir, tu vas reprendre pour lui et avec lui, vous me dites que vous ne pouvez pas dormir. C'est important pour nouer justement le symptôme au transfert. Tu travailles avec la répétition, à savoir avec l'agir, voire l'acting out, qui a si mauvaise réputation dans le milieu analytique, plus qu'avec la rémémoration, à la recherche de ces bouts de réel non symbolisés, qui font effraction justement dans la répétition, pour se faire reconnaître et se faire nommer. La vignette clinique concernant ta patiente Brigitte est à cet égard tout à fait illustrative, tout à fait intéressante de ce point de vue. Il faut inscrire une fiction, écriture, là où le sujet est pris dans la sidération, où l'on retrouve le concept freudien de construction de l'analyse. Le texte délirant n'est pas déchiffrable, écris-tu encore, mais il est en attente d'une langue à constituer et d'une adresse à fabriquer. Tu interroges dans ton livre les modalités du transfert et tu identifies une position spécifique de l'analyse que tu nommes position de témoin. Peut-être nous en diras-tu plus ce soir sur cette position de témoin. Tu évoques aussi des engorgements de la pensée dans des enquistements du corps, ce qui me semble intéresser au plus haut point les questions et les processus psychosomatiques. Alors, comment inscrire ces traces non symbolisées dans et par le travail de la cure? Question cruciale qui traverse la clinique de l'autisme, des psychoses, des somatoses, des passages à l'acte, mais aussi toute la clinique. Le champ en est très large de ce travail sur la... Ce n'est même que ça, il me semble, la cure analytique. C'est un travail de symbolisation de ce qui n'est pas venu... Alors, tu en tires la conclusion que la forclusion ne serait pas irréversible, mais possiblement transitoire, parce que ce qui est forclos, ce n'est pas l'événement, mais ce sont les signifiants qui permettent de symboliser l'événement, ce que tu définis comme un déni de signifiance de la perception. On peut dire que c'est un événement sans sujet, par conséquent le lieu psychique où s'inscrit. À partir du réel qui se manifeste, récit sans sujet, il y a écriture, une langue à constituer. Toutes ces questions sont au travail chez toi depuis très longtemps,
et porte la marque, sans doute, de ta longue expérience en institution, mais aussi en libéral, centrée sur la prise en charge des enfants psychotiques et autistes, voire même préventivement des bébés dont les mamans sont en difficulté de communication avec leur nouveau-né, dans des unités d'hospitalisation mère-enfant. Peut-être pourras-tu nous dire quelque chose de cette expérience. Par conséquent, voilà, je pense que j'ai dit ce qui m'a semblé être ce que j'ai retenu de toi, en tout cas pas tout ce que j'ai retenu de toi, mais ce que j'ai retenu de toi pour ce soir, et tu vas nous parler de l'inanimé dans la langue. L'inanimé dans la langue. Tu vas faire ta voix. Merci Geneviève de cette introduction. J'avoue que j'y retrouve en effet tout à fait les sujets qui m'habitent depuis un certain temps. Alors aujourd'hui, je vais prendre le fil de cette question de la guérison, et je trouve d'ailleurs très intéressant que la PM, si j'ai bien compris, ça fait un an et demi que vous donnez tribune à des analystes pour parler de cette question. Parce que je crois que si on continue à, à ne pas prendre, à ne pas se déterminer finalement sur cette question de la guérison, outre le fait que nos détracteurs commencent à vouloir nous interdire l'autisme parce qu'on ne guérit pas, on peut imaginer que les choses vont se passer de façon plus ou moins dramatique pour nous. Alors, certes, notre art, si je puis dire, on le sait, la guérison de surcroît, ne va pas on ne s'attache pas directement à éradiquer le symptôme, mais il n'empêche pas moins que je crois qu'on peut dire sans rougir que, en effet, cette question, c'est-à-dire que les symptômes puissent à un moment donné se modifier ou céder, nous intéresse tout à fait. Et c'est l'optique que je vais prendre. Alors, comment commencer? Peut-être commencer finalement, pourquoi s'être démarqué comme ça du côté de la guérison? Sans doute pour se démarquer de la médecine, de la psychothérapie, mais je crois qu'il faut insister et peut-être préciser cette question. Qu'est-ce qui nous anime? En tout cas, moi, qu'est-ce qui m'anime? C'est toujours la clinique qui m'a guidée, même si, évidemment, j'ai pris des points d'appui théoriques. Il y a un certain nombre de textes qui m'ont permis de poursuivre dans ma question clinique. Mais qu'est-ce qui m'anime, si je puis dire, parce que je vais parler de l'inanimé, si ce n'est en effet de pouvoir repérer dans la langue, tout de suite finalement, une distinction entre énoncé et énonciation. Toute la question se pose de savoir qu'est-ce qui fait que certains patients, enfin la plupart des patients, peuvent effectivement produire des énoncés, et qu'est-ce qui nous fait dire que ce n'est pas des énonciations. Je crois que ça, c'est vraiment le fil qui va nous distinguer, en particulier de la psychothérapie, non pas par le fait qu'on ne veuille pas faire céder le symptôme, mais parce que c'est la question essentielle pour nous. Alors, qu'est-ce que c'est que cette distinction énoncé-énonciation? Tu l'as rappelé, j'ai d'abord été interpellée parce que j'avais pris en cure un certain nombre de délirants. Et c'est tout le travail que j'expose en effet dans mon livre Les absents de la mémoire. Et j'ai été longtemps frappée par le fait d'une part que le délire était vraiment pour eux un point d'origine, c'est-à-dire que autant ils n'avaient pas grand-chose à dire sur leur vie d'enfant, mais que par contre l'apparition du délire était datée, je dirais, à la minute près. Ça, c'est tout à fait interpellant parce qu'on peut dire qu'à partir du délire, à partir de cette construction délirante, alors c'est difficile de dire qu'il y a du sujet qui apparaît, mais en tout cas qu'il y a une tentative pour mettre en place quelque chose d'une énonciation.
d'une énonciation, évidemment, qui rate, parce qu'une énonciation sans sujet, ça ne fonctionne pas tout à fait. Et la deuxième constatation qui m'interpellait énormément, c'était de me rendre compte qu'en me promenant comme ça autour du délire, bien évidemment, dans lequel je ne rentrais pas, faute de devenir très vite le persécuteur, il y avait des énoncés, des bribes de souvenirs qui pouvaient réapparaître, mais qui ne faisaient en aucun cas énonciation, c'est-à-dire que ne représentaient pas le sujet et ne faisaient pas souvenir. Le souvenir, c'est ce sur quoi on s'appuie pour raconter son être au monde. Peu importe ce qu'on se raconte, mais il m'arrive ça aujourd'hui, c'est parce que quand j'étais petit, ou bref. Enfin, c'est cette causalité qui est construite par un sujet et qui fait qu'on peut raconter son être au monde dans deux discours. Là, ce qui me frappait, et j'ai évoqué un certain nombre, c'est à quel point ces récits, qui étaient parfois des récits assez poignants, en particulier de viol par exemple, ou de coups reçus, enfin de choses qui pouvaient faire trauma, ne s'inscrivaient absolument pas dans l'histoire du sujet. C'est pour ça que j'avais appelé ce texte « Les absents de la mémoire ». Alors, j'avais été aidée dans la poursuite de ce travail par un texte de Freud qui s'appelle « Construction de l'analyse », que tu as réévoqué, et qui pour moi est un virage excessivement important dans la pensée freudienne, en tout cas moi qui m'a permis de poursuivre et de travailler avec ces délirants. Freud ne cache pas à quel point la question de la vérité historique l'intéresse. C'est-à-dire que dans un premier temps, il va finalement essayer de retrouver ce qui est inscrit au départ. C'est-à-dire quelque chose qui aurait été inscrit avec l'idée de la levée de refoulement qui devrait, en principe, faire céder le symptôme. Or, il va se rendre compte à un certain moment que ça ne fonctionne pas, et c'est d'ailleurs ce qui va lui faire inventer cette pulsion de mort avec laquelle je ne suis pas tout à fait en accord, peut-être pas sur la question de la mort, et là ça rejoint en effet ce que je vais construire pour vous, en tout cas les points d'appui que j'ai moi et qui m'a fait parler d'inanimé dans la langue, mais sur le terme de pulsion. Je ne pense pas, en tout cas dans ma clinique, je ne peux pas prendre appui sur cette question de la pulsion de mort. Mais enfin, s'il la met en place, avec la mise en place de la deuxième topique, c'est bien parce qu'il se rend compte que, malgré tout, la remémoration, le refoulement n'amène pas une amélioration, ne permet pas de faire céder le symptôme. Alors, je vais revenir très brièvement, mais simplement pour vous montrer un petit peu le cheminement que j'ai fait sur ce texte sur Construction dans l'analyse. Construction dans l'analyse, c'est un texte où il est censé répondre sur la question du qui perd gagne, c'est-à-dire sur ce qu'on lui dit, finalement, les analyses, vous êtes bien gentils, mais lorsque vous faites une interprétation, si le patient dit oui, évidemment, vous confirmez donc votre interprétation, et si le patient dit non, vous dites que c'est une résistance. Alors il est censé parler de ça, et très vite, curieusement, il va substituer au terme d'interprétation celui de construction. C'est un terme qu'il a peu utilisé. Il l'a utilisé une fois dans L'Homme au loup, une ou deux fois dans un texte, mais on ne peut pas dire que c'est quelque chose qui fasse concept. Et il va petit à petit amener cette question de la construction, donc il va faire finalement quelque chose qui s'apparenterait à un concept, pour aboutir sur cette phrase étonnante chez Freud et nous dire que finalement la construction de l'analyste a le même effet d'un point de vue thérapeutique qu'un souvenir retrouvé. C'est quand même assez extraordinaire qu'il passe comme ça dans l'idée d'une fiction qui pourrait venir en place de quelque chose qui n'est pas inscrit, qui n'est pas préalablement inscrit. Alors, en plus de ça, ce texte se termine, enfin vous relisez-le parce que
c'est quand même un virage excessivement important, je crois, un texte tardif, mais et le texte va se terminer sur la question des psychoses, et en particulier de l'opportunité d'une cure analytique avec des psychotiques, ce qui jusque-là n'avait pas vraiment été prégnant dans ses écrits. Avec l'idée justement d'une espèce de double, d'une vérité, d'une certaine vérité qui serait inscrite dans le délire. Alors c'est effectivement ce point d'appui que j'ai utilisé donc, pour étayer mon travail avec des patients délirants. Et une question me taraudait à propos donc de ces bribes de souvenirs évoqués, sans affect et sans support subjectif, et qui ne pouvaient réellement constituer du souvenir, comme ceux sur lesquels on s'appuie pour raconter son être au monde. Le délire venait en place de cette impossible énonciation, de ce trou dans la langue, de ces déficiences dans l'ancrage des représentations. Ce que je vais nommer aujourd'hui l'inanimé dans la langue. Et je dirais dont nul ne réchappe d'une certaine façon, vous allez voir comment je l'inscris. Aujourd'hui, mon expérience clinique m'incite à penser que cette fixité du délire ou du souvenir n'est pas uniquement le fait de la psychose, bien qu'il soit massif dans cette structure, mais qu'on peut tout autant le repérer dans la répétition traumatique, notamment, la question du trauma est une certaine fixité, et j'ajouterais qu'il se trouve en germe dans tout symptôme. Ces énoncés qui ne font pas énonciation, n'est-ce pas ce à quoi nous sommes chaque jour confrontés et qui ne se logent pas uniquement dans la psychose? Même si ce qui spécifie la psychanalyse est la traduction à laquelle invite tout analyste dès les premières séances, tu l'avais rappelé effectivement dans le transfert, c'est-à-dire à transformer une parole adressée par l'analysant sur le mode d'un je souffre par exemple, et traduit immédiatement par l'analyste en un vous me dites que vous souffrez, qui n'est évidemment, ça peut paraître anodin, mais c'est une transformation qui incite à soutenir la parole, supportée et représentée dans une énonciation adressée à l'autre où se niche le sujet. C'est à mon sens ce qui, là, distingue radicalement la psychanalyse de la psychothérapie. Et pas la question de faire céder le symptôme ou pas, mais c'est précisément sur cette question du sujet. C'est-à-dire, y a-t-il énonciation? Qu'est-ce qui finalement a été représenté? Ou a-t-on affaire avec, alors comment les appeler, des bribes de souvenirs, des énoncés qui ne sont pas des signifiants gelés? C'est toute une question. Lacan en a parlé à sa façon lorsqu'il évoque la langue. Scorie, dit-il, de mots de la mer qui finalement ne vont pas aboutir à un effet de représentation et ne vont pas s'engranger au niveau inconscient. Alors pour reprendre donc cette distinction que je fais là, psychanalyse, psychothérapie, ce n'est pas le sens ou la causalité qui est convoqué là d'emblée, mais l'ancrage de la subjectivité. Je crois que c'est ce qui anime tout analyste. Je vais évoquer rapidement, je me souviens que de l'étonnement qu'avait suscité chaque fois pour moi un patient aux prises avec des angoisses massives, qui avait vu tous les médecins de la Terre et qui avait fini par atterrir chez un psychanalyste, et qui, dans une certaine pauvreté, ne pouvait me dire que deux choses concernant sa vie familiale, en particulier que son père était un homme fort, pilier de la famille, et que sa mère était une femme dépressive et incapable. Et j'ai été, pas grand-chose à faire avec ce peu d'énonciation, si je puis dire,
Mais j'ai été assez vite étonnée quand j'essayais de l'interroger, de traquer comme ça des bouts d'histoire qu'il aurait pu me raconter, de voir qu'il était capable, qu'il a produit quelques énoncés, en particulier des moments où, alors qu'il était un enfant sage, travaillant bien à l'école, son père se ruait sur lui, le ruait de coups, sans un mot, et que dans la minute, si je puis dire, qui suivait, alors que le patient venait de me raconter quelque chose, mais on sentait qu'il n'y avait pas de valeur d'énonciation, c'est-à-dire qu'il m'aurait dit qu'il pleuvait ou que la vie était belle, ça aurait été à peu près le même type d'énonciation, d'énoncé. Et dans la minute qui suivait, il ajoutait infailliblement « Mon père est juste et bon ». Je veux dire, je me suis un peu cassé la tête pendant un certain temps, parce que... alors, bon, j'essayais de travailler, bon, finalement, vous me dites, je lui renvoyais un dire là-dessus, mais ça ne marchait pas. Et je lui disais, mais finalement, vous êtes en train de me dire deux choses. Après tout, oui, c'est vrai, on a le droit de penser que son père est juste et bon, et puis on a le droit de penser aussi que son père a dérapé un peu en vous frappant, alors qu'au début, une ou deux fois, il avait bien essayé de penser que c'est parce qu'il avait envoyé le ballon là où il ne fallait pas. Enfin bon, il avait essayé de construire un tout petit récit énonciatif là-dessus, mais en tout cas, il n'y avait absolument aucun affect, aucune présence, aucun sujet dans cet énoncé. Alors, je pense que ça vous arrive aussi fréquemment, et c'est vrai que moi je suis de plus en plus frappée, peut-être parce que j'ai plus l'oreille collée à cette histoire d'énoncé, énonciation, mais par la façon dont les jeunes analysants, des gens qui viennent vous voir, finalement, vous racontent des choses qui ne les portent absolument pas. Alors une fois qu'on fait ce travail, en essayant finalement de symboliser, comme tu le disais, et qu'on se rend compte que ces peines perdues, eh ben on essaie de se tourner vers autre chose, et notamment avec ce patient, j'ai fini par choisir d'accueillir l'angoisse chez lui, et je dirais de la traduire. Tu m'as tout à l'heure interrogé en me demandant si j'allais encore parler de la position de témoin. Je te dirais que oui, la position de témoin m'avait été inspirée notamment par les textes de Ferenczi sur son travail sur le traumatisme, quand il dit à quel point, pour qu'un événement s'ancre, il faut un hôte qui accueille l'événement et qui le traduise, qui finalement le traduise à l'enfant pour que l'événement puisse faire mémoire et que le sujet puisse s'en emparer. Bien entendu, vous entendez la proximité entre cette question de l'hôte et cette question de l'autre introduite par Lacan. J'avoue qu'aujourd'hui, je vais un petit peu plus loin, et j'avais dit dans ce livre qu'il me semblait que l'analyste avait à prendre une position particulière, que j'avais appelée la position de témoin. Aujourd'hui, je parlerai plus d'une position de traducteur. C'est-à-dire qu'il a à traduire là où les choses ne se sont pas inscrites, à mon sens, à traduire finalement tout ce sensitif, ces sensations dans une espèce de polyphonie subjective, où il met sa subjectivité pour pouvoir d'abord être dans une interlocution avec l'autre, dans un accueil de l'angoisse. C'est vrai que ces patients angoissés vous disent très souvent, ils vous racontent un petit quelque chose, puis ils vous disent ah, mais c'est l'angoisse, c'est une crise d'angoisse, vous savez bien ce que c'est une crise d'angoisse. Il n'y a plus grand chose à dire à ce moment-là. Moi je prends le parti maintenant de faire raconter la scène, et je me souviens en particulier pour ce patient, dans l'actuel, c'est-à-dire que je ne me balade plus du tout, je ne vais pas rechercher quelque chose qui serait déjà inscrit et que je pourrais comme ça aider à lever. J'ai renoncé à cette position. J'essaye d'accueillir l'angoisse, et ce que j'ai fait avec lui,
notamment dans l'actuel. Il est arrivé un jour en me disant ça y est, j'ai encore fait une crise d'angoisse. Je lui ai dit racontez-moi. Il m'a dit enfin, vous savez bien ce que c'est une crise d'angoisse. Oui, ok, mais racontez-moi. Et c'était un homme de 45 ans qui avait un poste dans un ministère, qui écrivait les discours des autres. C'est un détail, mais enfin, c'est une certaine importance dans son histoire. Et qui avait une très jeune maîtresse qui devait être étudiante. Et il me dit, j'étais chez elle et c'était un tout petit studio. Je dis, oui, vous deviez être à l'étroit. Et puis, c'est quand j'étais dans le lit était contre le mur. Oui, ça ne doit pas être très agréable. Et puis, à un moment donné, j'ai senti que dans la nuit, j'ai eu envie de me lever pour aller aux toilettes. Et puis, je ne pouvais pas. Et là, la crise d'angoisse, et il répète cette question de l'angoisse. Et je traduis. Mais c'était très inconfortable. Vous aviez peur de réveiller cette femme. Peut-être aviez-vous chaud. C'est-à-dire que je remplace par un certain nombre d'associations subjectives quelque chose pour nommer ce qui est innommable pour lui et pas représenté. Et effectivement, par ce biais, ce que j'appelle l'accueil de l'angoisse et de la traduction, il est certain que cet homme a été petit à petit à commencer à rentrer un petit peu dans son histoire, et l'angoisse n'a plus pris une place prédominante. Alors, je vais peut-être en venir à... Je vous ai amené des papiers, là, c'est parce que j'ai très envie de vous faire un petit schéma. Je m'excuse pour ceux qui ont assisté à mon séminaire, parce que je l'aurais fait plus d'une fois. Mais bon, je vais y retourner. C'est un schéma... c'est un schéma qui m'a permis de penser, qui m'a permis de travailler, qui est... que j'ai construit à partir du petit schéma que vous connaissez tous de la lettre 52, lettre écrite à Fliss en 86, enfin bref, vous retrouverez, c'est pas très très important, où il reprend la question, comment? C'est important? Non. Je ne sais plus, 80, moi je dirais 86, mais j'ai dû l'écrire quelque part, enfin bon. Ah bah voilà, je l'ai sous les yeux. Mais j'ai pas la date, c'est pas très grave. Si, 96, bravo. Donc c'est un schéma où il reprend la perception secondaire, inconscient, préconscient, conscient. Alors, dans le commentaire qu'il en fait, j'ai été assez surprise de voir que précisément, il utilisait ce terme de traduction, terme qu'il n'a pas repris par la suite et qu'il semble avoir substitué à celui de refoulement. Il dit notamment, je tiens à faire remarquer que les enregistrements, alors il reprend évidemment les enregistrements au niveau du cerveau, enfin comment les choses se mettent en place pour le tout petit, et il dit les enregistrements successifs représentent la production psychique d'époques successives de la vie. C'est à la limite de deux époques que doit s'effectuer la traduction des matériaux psychiques. Il ajoute, je m'explique, les particularités des psychonévroses, en supposant que la traduction de certains matériaux ne s'est pas réalisée, ce qui doit entraîner certaines conséquences, nous soutenons en effet qu'il existe une tendance à l'égalisation quantitative. Tout nouvel enregistrement gêne l'enregistrement précédent et fait dériver sur lui-même le processus d'excitation. Donc voilà mis en place déjà la question du surcroît d'excitation, c'est-à-dire qui fait retour sur le sensitif, et les étapes successives qui vont, si elles ne sont pas correctement menées, invalider celles d'avant.
avec la surprise de cette question de la traduction. Alors, donc c'est par ce qui m'a incité à faire retour sur ces trous dans la langue, dont Lacan dit à propos de la forclusion qu'il n'y aurait pas de traces et qui pourtant réapparaissent dans le délire, mais aussi sont présentes dans le trauma et la fixité du symptôme. C'est toujours une question de dire qu'il n'y a pas de traces, parce que d'une certaine façon, qu'est-ce que sont ces énoncés produits malgré tout dans la cure? Il y a des traces. C'est difficile de penser des traces qui ne seraient pas inscrites. Alors c'est peut-être ce biais du retour à un état premier qui me fait faire retour sur la mise en place des représentations sur le tout petit. Alors j'ai eu l'occurrence de cette réflexion en travaillant avec des bébés dans une unité de spécialisation mère-bébé, travail que je perds toujours, et où on fait donc la supervision clinique dans cette équipe depuis plus de 15 ans, et où on reçoit des jeunes mamans hospitalisées avec des bébés donc, qui nous arrivent entre 3 semaines et 1 mois, et qui restent hospitalisés 3-4 mois. Donc j'ai eu l'occasion de rencontrer et de voir de près, dans un temps d'hospitalisation, la relation de la maman avec ses bébés, et en particulier les réactions des bébés. Alors pour resserrer donc le fil de ma question, puisqu'on est sur cette question de la guérison, c'est pourquoi et comment peut-on concevoir qu'un être parlant, bien que venant porter plainte autour d'un symptôme, ne puisse se soutenir d'aucune représentation, ou de quelques représentations. Qu'est-ce que ces signifiants qui ne le représentent pas comme sujet, signifiant gelé, signifiant qui ne s'enregistre pas au niveau inconscient? Seul le symptôme semble le représenter son être au monde, ce qui pourrait laisser penser que le symptôme vient là en place des signifiants fort clos qui ne laissent pas place au sujet, pas de place à une quelconque énonciation. Comment peut-on concevoir le symptôme? Quelle est donc cette force, cette jouissance du symptôme qui ne permet pas son abandon? Lorsqu'on évoque le terme de jouissance, on sait qu'on est déjà plus dans le registre du réel que du symbolique. Est-ce que le sujet est aux prises avec une pulsion destructrice, comme le met en scène Freud quand il invente la pulsion de mort, précisément parce qu'il constate que le symptôme ne cède pas? Non seulement ça ne cède pas, mais de surcroît ça insiste. Le sujet est-il aux prises avec une pulsion destructrice, ou n'a-t-il pas à sa disposition le moyen de s'appuyer sur des représentations? Donc je vais tout de suite en venir à ce schéma qui sera peut-être un petit peu plus explicite. Alors là, je parle vraiment d'une période 0-6 mois, entendons-nous, c'est-à-dire au temps de la mise en place de la représentation. On part de la naissance, que je qualifierais d'un chaos de sensations, chaos sensitif. Je ne sais pas si vous voyez, j'écris plus gros, je ne vais pas aller au bout de ma démonstration. À un aboutissement, on pourrait dire, c'est fictif évidemment, qui serait le réservoir des représentations nommé inconscient. C'est schématique, mais c'est un petit peu comme ça qu'on pourrait dire. Alors, qu'est-ce qui permet finalement les étapes pour passer de l'un à l'autre? Je vais mettre là en place ce que j'appellerais les actions de l'autre, qu'on va appeler maternelle.
actions de l'autre maternelle qui vont aller dans le sens d'interprétation anticipatrice pour l'enfant, c'est-à-dire que de ce cri biologique poussé par le bébé, la mère va spontanément, enfin je dis spontanément, mais ce n'est pas évidemment toujours le cas, c'est ce qu'on rencontre dans le service en particulier où je travaille, finalement la mère va faire interprétation, c'est-à-dire qu'elle va, c'est pas elle qui va traduire, je vais supposer la traduction faite par l'enfant si l'action de l'autre maternelle va dans un sens interprétatif, c'est-à-dire qu'elle va nommer le cri déjà comme un appel. Elle va d'une certaine façon fabriquer le lait, fabriquer le sein, fabriquer la demande par les interprétations qu'elle va donner. Hein. Tu pleures parce que tu as faim, tu pleures parce que papa n'est pas là, tu pleures parce que peu importe d'ailleurs ce qu'elle lui raconte, mais en tout cas, elle va non seulement nommer, mais elle va donner le sein, elle va donner à manger, elle va changer l'enfant, c'est-à-dire qu'elle va avoir une action et une parole qui, prise dans une certaine adéquation, va permettre à l'enfant de passer un certain nombre d'étapes, je le fais très schématiquement, mais où il va pouvoir traduire, et là, c'est là que se posent les différents modes de traduction, et c'est là où je reprends aussi un petit peu le schéma freudien, c'est-à-dire qu'on va passer de l'empreinte, qui est la liaison du sensitif avec l'autre, avec la rencontre de l'autre, et ce qu'elle va faire, à l'image, puis pour faire vite, on va dire trace, que je mettrai après l'image, bien entendu, et représentation d'objet. Ça, c'est au mieux les traductions que l'enfant va pouvoir faire à partir des actions de l'autre maternelle. Alors, évidemment, les actions de l'autre maternelle vont aussi se moduler. On peut dire que, dans un premier temps, il y a une fabrique d'objets qui va, une fabrique du sein, une fabrique du froid, une fabrique du chaud, enfin, un certain nombre de choses. Puis, la mère va affiner un tout petit peu, même si elle n'en est pas consciente, c'est-à-dire qu'elle va avoir une action discriminative, c'est-à-dire que va apparaître, je ne pense pas que la question du plaisir des plaisirs puisse dire qu'elle est présente à la naissance. Elle est présente si l'enfant peut traduire grâce à l'action de l'autre maternelle qui va poser des couples antagonistes et qui va permettre à l'enfant finalement de poser ce premier couple antagoniste, plaisir des plaisirs. Ça fait plaisir quand l'enfant est là, elle me donne le sein, ça ne fait pas plaisir quand elle n'est pas là. Enfin, je schématise. C'est-à-dire qu'il va pouvoir lui-même serrer un certain nombre de couples antagonistes. Couples antagonistes qui vont petit à petit s'élargir, notamment ce qu'on va pouvoir appeler la question de la présence-absence. On va donc supposer que, d'une certaine façon, on serait là dans une réalité pré-symbolique, et que, par exemple, la métonymie peut commencer à se construire. Là, par exemple, il peut commencer à y avoir des premières métaphores. Qu'est-ce que je veux dire quand je parle de l'objet métonymique? On peut penser, et c'est ce qu'on voit cliniquement, en tout cas c'est ce que moi je peux repérer dans le service où je travaille, que si l'enfant reste là, c'est-à-dire que si la mère se trouve dans une incapacité à offrir à l'enfant un certain mode d'interprétation, l'enfant va rester là et qu'on a toutes les chances pour arriver à l'autisme de Gallner si on reste à ce niveau-là. Je dois dire que dans le service où je travaille, je vois des apparitions
d'entrée dans l'autisme, de repli autistique dès l'âge de 2 mois. Avant, non. À 2 mois, oui. Quels sont les premiers symptômes? Vous les connaissez tous. C'est la fuite du regard, c'est la tête qui se détourne du corps de la maman quand elle lui parle, et puis ensuite, quand ça s'ancre, c'est tous les regards qui sont évités. Alors, dans le service où je travaille, j'ai pour habitude, l'équipe est briefée là-dessus, de demander, quand je vois que l'enfant commence à rentrer dans ce type de signe, à ce que tous les soins maternels ne soient plus faits par la mère. C'est ce qu'on appelle prendre le relais. Alors vous imaginez que dans une équipe, c'est pas facile, parce que d'emblée on vous dit oui, mais enfin la mère peut assister aux soins, bien entendu, c'est même ce qui serait tout à fait préconisé, sauf que la plupart du temps, elle s'en va dans sa chambre. Là-dessus, on ne peut pas faire grand-chose. Et qu'est-ce qu'on a constaté très vite? C'est qu'à 2 mois, en 1 semaine ou en 10 jours, l'enfant revient. C'est-à-dire que l'équipe est tout à fait briefée à on dirait que tu me regardes, on dirait que parfois, on dirait que, etc. Et tac, le regard revient. Et au début, l'équipe que je sentais mal à l'aise avec cette prescription, si je puis dire, que je faisais de demande de relais totale, me demandait, il va bien, ça y est, le regard est revenu, la mère peut reprendre les soins maternels. Au début, j'ai accepté, et puis on s'est rendu compte que très vite, au bout d'1 semaine, on avait les mêmes symptômes qui réapparaissaient. Donc aujourd'hui, l'équipe a très bien compris, et ce que je leur dis, c'est qu'il y a là une période de 4 mois où il y a un certain nombre d'actions nécessaires, et que si moi on me demande de monter l'Everest et que je ne peux pas, je reste en bas, je ne peux pas le faire. Or, ce qu'on voit avec ces mamans, c'est en effet, je dirais, le trou subjectif qu'il y a en elles et l'incapacité où elles se trouvent. Alors, je ne voudrais pas dire ça publiquement parce qu'immédiatement, on va me retorquer que j'accuse les mères d'enfants autistes. C'est pas mon propos, c'est pas une question d'accusation, c'est ce que je vois. C'est-à-dire que quand la subjectivité n'est pas convoquée, c'est-à-dire que quand la capacité de rêverie, la capacité d'invention n'est pas là, c'est-à-dire qu'on peut faire, on vous demande mais qu'est-ce que je dois faire? Il pleure. Enfin, ce qui m'avait vraiment frappé tout de suite, c'est comment toutes ces mères, on peut dire qu'il y avait le même symptôme, elles étaient totalement démunies devant les pleurs de l'enfant. C'est-à-dire qu'elles n'arrivaient pas à fournir des interprétations. Je peux vous donner une anecdote d'une infirmière qui raconte en réunion de synthèse et qui dit c'est pas possible avec Madame Intel, elle a commencé à donner le biberon au bébé et il s'étouffait et je lui dis mais faites des pauses. Alors la mère, je lui montre, alors la mère retire le biberon de la bouche du bébé parce qu'en effet il est en train de s'étouffer. Et à la seconde tétée, enfin c'est pas une tétée, il s'agissait du biberon, cette patiente interpelle l'infirmière qui venait de lui expliquer qu'il fallait faire des pauses 3 heures avant. Et elle lui montre, elle lui dit regardez, je sais faire des pauses. Et elle met le biberon dans la bouche de l'enfant et immédiatement elle le retire. C'est-à-dire qu'il y a en effet une inadéquation. Je prends un exemple, mais pour vous dire que ça existe, que c'est possible. Et ça n'a rien à voir avec l'amour de l'enfant, l'attente de l'enfant, l'accueil de l'enfant. Tout ça, c'est des fadaises. Ça a vraiment à voir avec un trou dans la subjectivité maternelle, vraisemblablement introduit par ce qui s'est passé pour elle aussi dans les premières années de leur vie. Donc, et ce dont on se rend compte, c'est que quand effectivement on prend ce relais pendant un temps, l'enfant va pouvoir faire un certain nombre de traductions et qu'une fois qu'il est pris dans la demande, qu'il est capable, la mère peut à ce moment-là tout à fait y répondre. Et ça donne même de bonnes éducatrices. C'est-à-dire que vers 3-4 mois, si l'enfant a été initié à cette capacité de traduction, eh bien, ça va bien se passer avec la maman. C'est ça qui est dramatique, à mon sens, dans l'autisme, c'est que, bien évidemment, ça n'est pas repéré parce que la maman, d'abord, c'est les enfants qui ne font pas de maladie infantile, ou une fois en PMI, ça ne se voit pas,
et qu'on va arriver à 3 ans, il ne parle pas, et que là, c'est déjà beaucoup trop tard, et que, évidemment, à partir d'un certain moment, la mère va s'apercevoir que l'enfant ne répond pas à ses sollicitations, parce qu'elle en fait quand même. Et à ce moment-là, elle va se déprimer elle-même. C'est-à-dire qu'il n'y a plus de chances que ça rentre, que ça fonctionne, que la fonction de l'autre soit établie, parce que c'est dans ce temps-là, à mon sens, qu'il faut la mettre en place. Alors, vous me direz, pourquoi elle nous fait ce schéma pour nous parler de l'analyse, de la question de la guérison, de la question de l'énoncé, de l'énonciation. Eh bien, pourquoi je le fais? Parce que, évidemment, qu'on a tous des ratages dans cette mise en place de la chaîne signifiante, dans ces représentations, qui vont, il y a des moments où la mère passe à côté, où il y a effectivement la subjectivité qui ne fonctionne pas très bien chez les parents, on a tous rencontré ça, qu'il y a des petits troubles. Alors, ayant travaillé sur la question de l'angoisse, moi il m'a semblé que l'angoisse c'était justement un moment où il y avait, du fait des fragilités des représentations, un moment où du coup c'est la sensation qui envahit et qui prime et qui fait retourner finalement à un état du chaos sensitif. C'est très bien, l'angoisse ça prend le corps, ça vous donne des suées, et puis dans la tête, il n'y a rien, il n'y a pas de représentation possible. Donc voilà pourquoi ce schéma a je ne développe pas tous les... Ça serait sans doute trop long. Si, par contre, ce que je voulais peut-être reprendre un petit peu, c'est l'objet métonymique et la traduction possible vers une métaphore et l'objet métaphorique. J'ai dit que là, si on restait, c'est fictif bien entendu, ici, on avait toute chance d'être dans un autisme canaire. Ici, on peut dire que s'il n'y a pas de possibilité d'accès, là, on va être dans un autisme d'Asperger. L'autisme d'Asperger, l'enfant autiste a un objet autistique que je qualifierais d'objet métonymique. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que, contrairement au doudou, à l'objet transitionnel qui est constitué là, cet objet transitionnel, il va représenter déjà l'absence de la mère. C'est-à-dire que c'est plus la mère dans sa totalité, mais il va représenter déjà quelque chose qui est de l'ordre de l'absence. Donc c'est déjà hautement, on est déjà dans la création possible de métaphores. Ici, la métonymie, et alors, curieusement, c'est peut-être là que je mettrai le symptôme. Dans ce retour-là, quelque chose de métonymique. Métonymique, ça voudrait dire quoi? L'objet autistique, il a comme particularité, contrairement à l'objet transitionnel, qui est un objet toujours mou, doux, agréable, d'être un objet dur. C'est une voiture, c'est quelque chose qui fait empreinte dans la main, c'est-à-dire que si on vous retire l'objet de la main, il reste encore là. Et je dirais que l'objet métonymique, pour l'enfant autiste, il ne représente pas la mère, il représente le tout de la sensation. C'est-à-dire qu'il est là dans une indistinction, là il y a une incapacité, et c'est bien pour ça qu'il est absolument primordial pour l'enfant. Il est le tout de la sensation. Ce n'est pas la mère, ce n'est pas déjà autre chose que l'objet, c'est le point. Et tout à l'heure, quand je disais que si dans le travail qu'on fait, dans l'analyse, on en reste à cette idée qu'on va, en interrogeant le patient, faire lever un certain nombre de refoulements et qu'on va aboutir à un conflit psychique déjà inscrit, on se rend compte que ça ne marche pas. Ça marche peu. Enfin, bien sûr, il y a des effets de l'analyse, mais qui ne vont pas permettre
d'une certaine façon, de lever le symptôme et en tout cas de produire de l'énonciation. Je dirais que à ce moment-là, pour moi, l'analyste a créé cette fiction représentative, cette position non plus de témoin, mais de traducteur, à la place de l'enfant, à la place de ce qui n'a pas pu être fait. C'est ce qui m'a fait dire tout à l'heure que ces traces, cet enquistement, cette fixité dans le symptôme, on voit bien que le symptôme, on y tient mordicus, qu'on ne va pas le lâcher comme ça. Et pourquoi on ne pourrait pas le lâcher, si ce n'est qu'il représente, qu'il vient à la place du sujet. C'est-à-dire qu'il représente le tout du sujet, mais qu'il n'a pas été métaphorisé et pris dans un certain nombre de représentations. C'est ce qui me fait écrire que peut-être, en tout cas moi c'est comme ça que je visualise, hein, c'est des représentations, encore une fois, théoriques, le symptôme, c'est la métonymie. C'est la métonymie du sujet. C'est ce qui vient à la place de ce qui n'a pas pu se faire au niveau de traductions diverses. Et que, du coup, le travail avec les symptômes, et en particulier avec l'angoisse, mais aussi toutes les répétitions traumatiques. Parce que qu'est-ce que c'est que finalement la répétition du trauma, si ce n'est que de remettre en acte quelque chose du côté du sensitif, dont le sujet ne peut pas construire une histoire. Alors on va répéter, et puis généralement il se passe un peu la même chose que ce qui s'est toujours passé, puisqu'effectivement c'est rare qu'on trouve un traducteur pour vous raconter une histoire à propos de ce que vous venez de mettre en scène. Généralement l'analyste il essaye plutôt de raconter une histoire là. Mais si en effet on n'a pas fait ces différentes traductions, ça ne marche pas. Ça ne peut pas fonctionner. C'est-à-dire qu'il s'agit vraiment de retourner, de penser que dans cette fixité, dans cet arrêt fixité dans la langue, eh bien c'est une poussée du sensitif qui empêche encore plus, évidemment, d'aller du côté de représentation. Donc, la chaîne signifiante ne fonctionne pas. Elle fonctionne évidemment pour tous un petit peu, plus ou moins. Et plus il y a une fragilité des représentations, et plus le sensitif vient finalement parcourir tout ça, et notamment dans l'angoisse. Bon, voilà, c'est un petit peu tout ce que je voulais vous dire chez moi. Ça fait combien de temps que je parle là? Pas longtemps. Pas longtemps, mince. Si tu le dis, mais... Ouais, attends, j'ai des petits bouts un peu partout. Voilà. Ou alors on intervient et tu... Oui, on peut éventuellement. Je regarde s'il y avait des choses qui me paraissaient importantes. On peut en effet parler du trauma, c'était le schéma. Tu vas prendre après, là. Hein? Tu prendras après, comme ça. Ouais, d'accord, ok, moi je veux bien qu'on... Alors donc, Catherine, comme disait Geneviève, poursuit son fil. Disons plutôt qu'elle ne le lâche pas. Hein? Depuis le temps, elle ne lâche pas. On voit son désir d'analyse, désir d'analyste qui ne lâche pas. D'accord? Qui poursuit depuis le temps que nous avons quelques rencontres. Hein? Alors, il y a quand même, on peut tirer quelques fils à travers l'histoire. Et alors, par exemple, il y a quelqu'un qui s'occupait beaucoup d'autisme, Vergès, feu retraité Vergès, qui faisait un travail remarquable. Alors, il y a aussi des époques où on dit certaines choses. Par exemple, ce que tu dis de traduction. Alors, à certaines époques, et de la construction, on disait
donner du sens, imposition de sens. Alors ça, c'était mal vu dans la psychanalyse en même temps, parce qu'il balance du sens, mais il ne s'adresse pas aux mêmes personnes, au même moment. Là, c'est effectivement... Alors, imposer du sens, ou offrir du sens, offrir des signifiants. Oui, là, Vas-y. je ferai une distinction justement parce que je ne serais pas très pour cette idée d'offrir du sens. La traduction, elle ouvre, elle offre de la subjectivité. C'est pas exactement le sens. Si tu vois la différence que j'essaye d'introduire. Hein. C'est justement, il ne s'agit pas de retrouver de la causalité. Oui, oui, oui. Il s'agit d'ouvrir sur une certaine subjectivité et de créer des fictions. C'est pour ça que j'aime bien le texte sur construction de l'analyse, mais parce que justement c'est du côté de la fiction que va Freud. C'est pas du côté du sens. Voilà. Le sens, pour lui, c'était la question de l'origine et d'une vérité déjà inscrite. Là, il y a du sens. Quand je parle de traduction, j'ouvre en effet sur la capacité d'entrer dans la polyphonie, tiens, elle est pas mal celle-là, la polyphonie signifiante. C'est-à-dire que j'y crois pas, moi, quand je lui dis mais vous aviez... Je développe tout un ensemble de choses. Je dis pas vous étiez angoissé parce que il faisait trop chaud. J'ouvre sur... Finalement, je suis dans une anticipation où je lui dis comment moi je peux être traversée par certains malaises finalement en étant à sa place. Alors ça peut être parce qu'il fait trop chaud, parce que l'appartement est trop petit, parce qu'il n'aime pas cette fille, parce qu'il a envie de se barrer, parce que peu importe. La maman, quand elle commence à dire au bébé, voilà, tu pleures parce que papa n'est pas là, ou parce que tu as froid, parce que tu as faim, qu'est-ce qu'elle en sait? À rien. Mais elle va faire cette imputation de savoir. C'est à distinguer pour moi de donner du sens. Voilà, donc là c'est une précision importante, c'est un hameçonnage qui permet une subjectivation voilà. Et des effets. Voilà. Mais alors. Des effets d'énonciation, voilà. Des effets subjectifs. C'est là qu'on rejoint justement le trauma. Absolument, totalement. D'ailleurs, tu vois, le chapitre que j'ai pas ouvert. Voilà. Mais c'est un peu long. Ah oui, c'est même tellement long que je me disais, avec ce dessin, il y a des phrases de Lacan qui me reviennent sans arrêt, je cite sans arrêt, c'est du trauma au fantasme. Oui, bien sûr. Voilà, enfin c'est le travail de toute une vie, ou de plusieurs générations. Voilà. Et on a un peu ça pour dérouler. Alors là, ça veut dire quoi cette... alors, je reprends le terme d'imposition de sens ou de traduction, c'est que là, il y a imposition, alors ce que tu vas en dire, justement, d'un signifiant maître. Là, il y a une frappe de S1 qui fait écho, enfin qui fait effet au sujet, qu'il soit vagissant ou... Oui, mais on ne sait pas où il va le rencontrer. Ah non, on ne sait pas. On ne peut pas savoir. C'est justement dans cette proposition qu'à un moment donné, il va s'appuyer sur quelque chose que les psychanalystes appellent a posteriori S1. Ah oui, vraiment. Voilà, on peut proposer une profusion de subjectivité, de il me semble que, on dirait que, etc. Et qu'à un moment donné, c'est quoi? Et ça, c'est le point d'appui que le sujet va prendre, finalement, pour raconter son être au monde. C'est-à-dire pour s'inscrire comme sujet dans un certain nombre de signifiants. C'est bien évidemment l'effet attendu, même si je ne dis pas ce mode-là. Mais tu vois aussi que du trauma au fantasme, c'est quelque chose, je vais donner un article comme ça aussi, que tu as quoi? Que j'ai réintitulé comme ça aussi, voilà. oui, donc j'ai travaillé dessus. C'est-à-dire qu'on passe de la métonymie, c'est-à-dire le trauma, quelque chose qui ne sait pas s'inscrire, qui s'est inscrit d'un point de vue sensitif. Les sensations sont là, mais n'ont jamais été traduites sur le mode d'un je ressens ou je suis, enfin peu importe ce qui est dit. Et donc,
ce qui va sans arrêt se répéter, c'est ça. C'est pour ça que j'ai appelé l'inanimé dans la langue. Et que on va penser, enfin l'année dernière il y a eu un congrès aussi sur la question de la guérison, j'avais parlé, j'avais donné comme titre guérir ou réanimer. Au cercle freudien, ouais. Ils ont déjà publié d'ailleurs. Oui. Et là, je dirais, finalement, réanimer, c'est-à-dire réanimer le symptôme de façon à ce que le symptôme produise de l'énonciation. Parce que c'est quand même ça qui, il me semble, est essentiel dans le travail qu'on fait, qui nous distingue de... Voilà. Alors, effectivement, là, il y a réanimer, et la première frappe, c'est animer. Et la métonymie suit la première frappe, suit le trauma. C'est seulement après. Alors, enfin, oui, c'est ça, parce que la métonymie vient après fixer le trauma. Puisque on peut dire que dans le trauma, on retourne à un chaos de sensation, puisqu'il y a une telle fragilité des représentations que pouf, on y retourne. Et je trouve intéressant que de commencer par dire justement, ça c'est une notation clinico-théorique fondamentale, que les souvenirs, eh ben, on ne les trouve pas. Par contre, la minute d'apparition du délit, voilà, qui montre bien un temps de naissance, de quelque chose du sujet qui est là. Tiens, c'est-à-dire ce qui m'a fait aussi, j'ai trouvé une certaine analogie avec la façon dont on tient à ce symptôme. Oui. Tu vois, la façon dont le délirant tient à ce moment d'inscription dans le délire. Voilà, peut-être fortuit, j'en sais rien, mais enfin, oui. C'est un petit peu comme ça que je pense aussi l'organisation. C'est pour ça que je parle aussi d'un temps, finalement, que le symptôme, c'est aussi, dans l'après-coup, une métonymie. On ne va pas tourner trop le dos à Geneviève. Non, c'est pas grave. Oui, alors c'est aussi cette histoire de délire, contrairement à ce qu'on pense, ça s'élabore, même l'analyse ne fait que ça, et qu'on voit très bien des gens qui font un trajet remarquable à travers le délire pour en sortir. C'est même puisse permettre le travail. Alors, avec médicaments au sang, avec l'intensité de la construction. Je faisais un espèce de pari, hein. C'est évident que j'ai pensé qu'on allait l'hospitaliser, que ce n'est pas possible autrement, et qu'il se trouve que ça tirait lui aussi. Hein. Mais en tout cas, à l'attaque que j'ai prise tout de suite. Ça me rappelle quelqu'un, je suis pas vu moi, mais des années, qui est partie d'une histoire complètement explosée, qui s'est organisée peu à peu sur des années, et qui est sortie dans une vie possible. Et là, ça a pas pris. Je ne doute pas qu'ils reviennent me voir, qu'il puisse y avoir d'autres accidents. Je ne dis pas du tout que nous allons soigner, mais en tout cas, il a lâché ce mode d'organisation du côté d'un savoir inexorable pour... C'est un autre accident de la vie qui peut le ramener, c'est tout. C'est un autre accident de la vie qui peut le ramener. Ça, je ne doute pas. Ou pas. Revenir à l'autre bout de la chaîne du côté autiste. Alors, l'autisme, en ce moment, depuis un moment, c'est quand même assez sujet sensible. Très sensible, qui nous empêche de parler d'ailleurs, d'écrire, parce que... Alors on va essayer d'en parler un petit peu. Oui. C'est vrai qu'il y a eu des constructions, alors plus ou moins intéressantes, délirantes des psychanalystes, avec retour de bâton violent et qui justement évoque quand même le déni dans cette violence et greffé là-dessus des gens très bien et puis des parasites mercantiles. Bon. Des gens qui n'avaient jamais... Ça existe, des psychanalystes qui n'ont jamais rencontré des autistes, il faut le dire, c'est tout. Donc c'est très mal vu de dire certaines choses. Mais tu as dit trou subjectif de la mère.
Alors, chez la mère. chez la mère. Alors cette histoire d'évitement du regard, c'est quand même quelque chose comme si on ne tenait pas suffisamment compte. Ça veut bien dire, eh bien, il y a... Vous pouvez parler plus fort, un petit peu plus fort. Oui. Vous êtes sur la gauche. On me le dit souvent. Alors, Sergio m'a dit qu'il fallait parler... ça, c'est un peu comme sucer une glace. Mais, moi, bon... alors... C'était sur l'autisme et le trou subjectif chez la mère. Voilà. Alors, oui. Alors, l'évitement du regard. L'évitement, quelque chose qui est quand même une histoire majeure, c'est-à-dire qu'il y a un point qui devient invisible. Pas n'importe quoi. Oui, enfin, qui est évité. Évité. Enfin bref, je ne vais pas insister là-dessus. Ouais, je peux faire juste une notation. Je ne sais pas si c'est un point qui devient invisible. Je crois au contraire que le regard est trop chargé de sensitif et fait appel comme si c'était un... Et que donc ce qu'il y a à éviter, Oui. c'est cet afflux de sensations qui n'est absolument pas bordé. Moi, au début, j'ai été absolument surprise de voir ces tout petits bébés à 2 mois tourner la tête. Alors après, il y a Terrible, oui. immédiatement. Alors, Signe qui n'est absolument pas rempli par les pédiatres, même quand ils les voient depuis beaucoup plus longtemps. Alors tu disais peut-être que c'est le mimétisme, enfin pas on peut utiliser ce terme, enfin on avait fait ça à la mer. Donc ce que je veux dire c'est que... non, ce que je veux dire c'est que si je retournais à son histoire maternelle, c'est qu'elle aussi, petite fille, et ce travail a été plus ou moins bien fait, et que du coup on peut supposer que ces points d'appui signifiants, cet ancrage représentatif, sont fragiles. Non, je vais proposer quelque chose qui donc pas bien vu du tout, c'est-à-dire là, il y a quelque chose, y a-t-il quelque chose, c'est une question, d'une haine, d'un désir de meurtre, envers l'enfant, qui est tout à fait ressenti violemment. Il s'agit d'aller tout à fait ailleurs. Parce que dans ces temps obligatoires d'amour maternel automatique, eh ben, on évite de penser qu'il y a des moments d'ambivalence, voire de haine, et il y a des situations. Alors par exemple, je ne sais pas si c'est ce qu'elle a subi, mais ce qu'elle a subi, ou plutôt ce qu'elle aurait voulu faire, par exemple, je parle de la mère, à sa mère elle-même, dans une histoire meurtrière. Et là aussi, ça évoque une histoire d'indifférence. Et là aussi, c'est une phrase qui me hante un peu toujours. Mais de Freud, l'indifférence est une des formes de la haine. Alors, c'est très mal vu, hein, je suis... oui, je vais très mal. C'est très très mal vu ce que vous pouvez dire là. Alors, est-ce que là, il ne s'agit pas de souhait, de meurtre, qui peut peut-être passer au bout de quelques temps, mais... J'ai envie de te dire que si c'était un souhait de meurtre, ça serait pas mal. C'est-à-dire que ça signifierait que tu peux construire quelque chose qui dit, et c'est d'ailleurs le travail qu'on fait avec ces mamans, c'est-à-dire les autoriser là où elles viennent pour être des mères absolument exemplaires. Évidemment, au bout d'un mois et demi, elles ne tiennent plus, parce que pour être une mère parfaite, c'est pas possible, surtout quand on n'est pas pris par sa propre subjectivité, mais par toutes les modélisations qu'on vous transmet le social. Elles arrivent dans un état d'épuisement. On a même eu plusieurs cas de suicide de mamans qui, alors qu'on va les hospitaliser, se suicident dans la nuit avant d'arriver. Donc elles sont vraiment à bout. Hein. Donc si déjà elles avaient pu construire « je veux le tuer », je crois que ça ne donne pas l'autisme. Ça, moi personnellement. Tu vois en deçà. Par contre, là où peut-être tu peux avoir raison, c'est de dire que il y a un meurtre subjectif.
si je ne te... Bon, je parlais, on ne parle plus de l'autisme, mais quand je rapportais finalement ce père qui se ruait sur son fils, le père qui était censé être juste et bon, est-ce qu'on peut dire qu'il voulait tuer son fils? Mais je crois que justement, non. Justement, cette pensée ne lui est pas venue, mais qu'il était pris par un pulsionnel, et que là où ça a fait trauma pour l'enfant, c'est que ça ne rentrait dans aucune subjectivité. C'est-à-dire que, précisément dans le trauma, ce qui est rompu, c'est la causalité. C'est-à-dire qu'il n'y a plus de rapport de cause à effet, totalement rompu. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi il me tape à ce moment-là? Si au moins c'est parce que tu n'as pas été sage, ça a du sens. C'est-à-dire qu'il y a une déshumanisation propre à ce temps de désubjectivation. Alors, Françoise Lavoine, mais d'autres aussi parlent, Artaud parle de meurtre subjectif. Donc en ce sens, oui, il y a du meurtre, mais un meurtre subjectif. Je ne pense pas, moi je ne serais pas d'accord du tout pour dire, parce que en plus de ça, on voit bien que c'est finalement un temps d'absence que la mère va traverser, qui parfois dure pas très longtemps, dure 3-4 mois, mais ça suffit pour faire rentrer l'enfant dans l'autisme. Si toutefois, il n'y a pas, parce qu'on voit parfois des mamans, on se dit, mais comment se fait-il que l'enfant ne soit pas autiste? Il suffit d'une femme de ménage, d'un frère plus grand, d'un père, de quelqu'un qui dans l'entourage a fait ce petit travail interprétatif pour l'enfant. J'ai une de mes patientes qui me racontait qu'à 5 ans, elle voyait sa sœur se balancer et être prise dans les stéréotypies, et qu'immédiatement, qu'elle lui chantait des chansons et qu'elle lui racontait une histoire. Il y a des frères ou sœurs qui ont sauvé l'enfant par le travail, parce que ce travail, il est relativement simple à faire, et en tout cas, un enfant sait le faire. Donc c'est un temps court, c'est soit un temps d'absence de la mère, soit, qui la rend absente à sa propre subjectivité, qu'elle est déjà prise dans un meurtre subjectif. Et je disais que le travail qu'on fait avec les mamans, enfin d'autres mamans, toutes ne sont pas organisées sur ce mode-là, c'est précisément de commencer à mettre des mots, oh, qu'est-ce qu'il est casse-pied aujourd'hui, on jetterait bien par la fenêtre, voilà, justement de faire rentrer la fonction du fantasme où quel parent n'a pas eu envie que le monde dégage, et pourquoi j'ai fait cet enfant, et j'aurais fait faire autre chose, qui dégage et qui permet justement de ne pas rentrer dans le passage à l'acte vis-à-vis de l'enfant. C'est pour ça que je modulerais cette question du meurtre. Le terme de meurtre, effectivement, et par ici, puisqu'elle a dit que justement une organisation bien aboutie, c'est pas ça, mais disons que là, on est dans l'infra, on est dans quelque chose de la mort portée qui circule là, et que... La mort subjective. Oui, mais alors elle est là, elle est particulièrement... Le problème, c'est qu'elle remplit le champ. Elle remplit le champ, et il faut extraire quelque chose de cette morbidité énorme qui est véhiculée là dans le circuit, l'arracher de... Et tu vois, ce que tu appelles cette morbidité, c'est exactement ce que j'appelle l'inanimé dans la langue. C'est-à-dire que quand l'enfant ne peut pas faire le lien entre l'acte qui est fait et la parole qui est dite. Donc il y a trop d'écart, et il ne peut faire absolument aucun lien. La mère est contente, la mère n'est pas contente, la mère est fâchée, elle n'est pas fâchée. Voilà. Il y a quelque chose de totalement inadéquat. D'ailleurs, ce type de maman, on pourrait les désigner comme ça pour parler. On pourrait dire qu'elles sont, d'une certaine façon, toujours à côté de la plaque. Oui, mais je crois que le terme médical de morbidité est mieux rendu dans le psychanalyse dans l'animé de la parole, mais ça va tout à fait dans le sens que j'entends là, qui est en réalité l'autisme comme mélancolie de l'enfant, qui est pris entièrement dans un système fermé, sans issue quelconque vers une subjectivité, vers un désir. Parce qu'il n'y a pas d'autre. Oui. Il n'y a pas d'autre qui s'est constitué pour lui.
qui apparaissait dans une psychiatrie, quelque chose qui ne se pratique plus dans le langage, mais dans les premiers temps, puisque vous parlez de Freud, de ce qu'il faisait, on est là à la question de la perception conscience. C'est là où juste on a de la perception et ça essaye de s'inscrire, de se représenter, de se comprendre. C'est pour ça qu'aujourd'hui les méthodes genre tease, c'est-à-dire qui obligent l'enfant à attraper le regard, sont d'une violence extrême. Il y a quelqu'un il y a une analyste qui a fait un travail très intéressant et je vous inciterai à la lire. C'est Chantal Lheureux-Davidcé qui a écrit, je crois que ça s'appelle Le bruit de la rencontre. Il y a un autre titre, Lheureux-Davidcé, oui, qui est professeur à Paris 7, mais qui s'occupe d'enfants autistes et justement de grands enfants autistes. Et elle raconte comment par rapport à la question du regard, justement, elle attend, elle dit oh là là, qu'est-ce qu'on voit dans le regard, puis elle se retourne. Elle permet tout à fait à l'enfant de temps en temps de lui dire bah, tiens allez, on s'est vu 2 minutes mais on peut regarder ailleurs et elle regarde ailleurs et elle dit qu'elle arrive à rentrer vraiment en relation. Enfin, je vous incite vraiment à lire le livre parce qu'il y a des exemples cliniques. Ce coltinet des autistes de 18-25 ans, personnellement je ne l'ai jamais fait puisque moi je m'arrêtais à 3 ans. Oui, j'avais plus de chance d'arriver à quelque chose que... Mais... Moi, je ne crois pas que ce soit mon fantasme, c'est ni mon désir, c'est que je dis que même à 25 ans, bien sûr qu'il va pas finir comme toi et moi, mais j'ai vu vraiment des choses. Il me rend compte. C'est vraiment ce qu'écrit Chantal Lheureux-Davidcé qui fait ce travail, qui a été beaucoup attaquée, elle aussi, par les associations de parents d'enfants autistes, mais qui fait vraiment un travail absolument remarquable, justement dans l'accueil de la sensation et la possibilité de ne pas s'engager directement, et en particulier dans le regard. Parce qu'elle avait appelé ça le bruit de la rencontre, quelque chose d'échangé par des bruits, par un certain nombre de choses. C'est vrai que les hôpitaux psychiatriques, autrefois, il y avait toujours des autistes qui se promenaient, on ne les appelait pas des autistes d'ailleurs. Donc comment on les appelait? Enfin, c'était terrible, quoi. Ils démontaient les radiateurs, cassaient les fenêtres, et tout. C'était grand folklore. Aujourd'hui, on les rééduque. Alors, effectivement, on peut faire quelque chose. C'est très difficile. Mais Vergès aussi disait que jusqu'à 3 ans, il arrivait à les sortir. Voilà. 3 ans. Et encore, oui. Je dirais plutôt que les enfants, je peux dire, qui sont sortis d'affaires, je les ai eus à 15-18 mois. Et alors, c'est juste un petit épisode, mais à propos de l'autisme, que je raconte dans mon livre d'ailleurs. Donc j'ai eu une petite fille autiste qui, je vais le lire, mais bon, je passe tous les détails de la cure qui sont intéressants. Et puis quand elle a eu 8-10 ans, bon, je voyais qu'elle était tout à fait organisée, avec une sensibilité quand même assez prégnante, mais enfin, aujourd'hui elle est avocate. J'ai appris ça. Et puis vers, je sais pas, 10-11 ans, je lui dis mais écoute, tu ne crois pas que c'est vraiment nécessaire, tu pourrais peut-être aller voir tes copines, parce que quand même tu viens me voir depuis si longtemps, moi je t'aime bien, mais enfin, tu as le droit de pouvoir faire autre chose. Et à ce moment-là, elle me dit mais c'est impossible. Mais pourquoi tu me dis que c'est impossible? Elle me dit mais qui va me raconter mon histoire? Là, c'est vraiment que... Et je lui ai dit, bah écoute, il n'y a pas de problème, quand tu as envie que je te raconte ton histoire, nous étions là dans une métaphore, et bah tu viens me voir et puis je te raconterai ton histoire. Et je me racontais toujours la même chose, comme les histoires qu'on raconte aux petits-enfants. Quand tu arrivais, tu faisais ci et puis ça, avec des dessins, un certain nombre de choses. Mais le qui va me raconter mon histoire, c'est-à-dire que je suis enfin dans une histoire, et c'est toi, mon premier interlocuteur, qui doit me la raconter. Alors, puisque des choses qu'il ne faut pas dire, qu'est-ce que donc ces associations, ces travailleurs,
font et ne font pas? Qu'est-ce que... Tu parles des... Oui, je parle plus. Visiblement, moi, ce que j'ai entendu, c'est vraiment du travail de rééducation. Absolument. J'ai un patient, moi, qui travaille au colombage. Et est-ce que ça... Alors, il se fait que lui est artiste. Par conséquent, il les fait travailler. Et comme quand même il fait un travail analytique, il est un petit peu, ouvert à la parole. Mais il se fait, c'est très souvent qu'il a des ennuis dans son institution, hein, parce que parce qu'on trouve que, enfin, les personnes qui gèrent l'institution trouvent qu'il dépasse l'objectif qui lui est donné, à savoir faire de la garderie et de la rééducation, hein, mais de la garderie. Oui, c'est de la rééducation permanente. Voilà. Oui, mais est-ce que ça porte ou ça porte? Il me rapporte quelquefois des cas de 2 ou 3, pas tous évidemment, avec lesquels il y a des progrès que j'entends bien, des progrès dans l'investissement, il leur a fait faire une fresque collective où ceux qui veulent participent, et dans l'investissement à cette fresque où chacun est représenté. Alors lui, c'est un cas particulier, mais les autres... Écoute, ce Il est très mal, justement. Ce que décrit Chantal Leroux-David, c'est en effet des enfants qui arrivent, qui ont ce type de rééducation, et elle dit, ils arrivent, ils te regardent, ils font comme ça, tu vois, comme ça. C'est-à-dire qu'on leur a appris à diriger le regard. Ça fait des petits automates. Et à ce moment-là, elle autorise tout à fait en disant le cours, il faut obligé de se regarder, qu'est-ce qu'on va voir. Oui, mais il me semble qu'on peut parler de la guérison à partir du travail de Catherine, parce qu'en définitive, elle a forgé des outils qui lui sont particuliers à partir de l'expérience qu'elle a eue, l'expérience première, mais il me semble que ça vaut pour toute analyse. Ton travail vaut pour toute analyse, puisque c'est quand même ça l'analyse, c'est réanimer des signifiants qui sont, alors pas fort clos peut-être, mais qui sont en sommeil. On peut parler de forclusion, hein. Rien n'empêche, c'est-à-dire que si on s'en tient strictement à la description juridique, par exemple, la forclusion, ça fait quand même d'un événement qui a eu lieu, à partir du moment où il y a prescription, un non-événement. C'est comme s'il n'avait pas existé. Et moi, ça a été vraiment mon interrogation, c'est-à-dire comment les patients qui ont vécu des événements peuvent en fait, comment ça s'est transformé en non-événement. C'est-à-dire que ça a eu lieu, mais ça n'a pas eu lieu. Là, oui, Nicole en parle aussi. Hein. Et c'est très intéressant dans ton schéma, parce que justement, la forclusion fonctionne dès lors qu'on n'a pas fait valoir ses droits à temps. Et ce que tu dis sur l'âge auquel il y a à intervenir, c'est très important. Oui, c'est-à-dire que c'est ça la forclusion, c'est qu'on n'a pas fait, dès lors qu'on n'a pas fait intervenir ses droits à temps, ça ils sont perdus. Voilà. Mais ça annule l'événement. Absolument. Bien sûr. T'es violé, il y a 30 ans, je ne sais plus combien, 20 ans de prescription. C'est comme si on ne peut plus rien dire sur cet événement, légalement. Donc ça annule l'événement. Ce que développait Catherine, il était question de la nomination. En fait, on peut appeler ça ce qu'on veut, et ça, nomination, on perd, mais c'est ce qui se passe dans la maladie difficile, parce que ce que cherchent les patients à l'hôpital, fondamental, c'est qu'on donne un nom à ce qu'ils éprouvent, à ce qui se passe, et ils y tiennent énormément. C'est une nomination à partir de laquelle éventuellement on va pouvoir faire une élaboration ou pas, ou alors on va l'enterrer, mais c'est bien évidemment. Et la notion de témoin aussi, que tu as un petit peu modifiée, j'ai trouvé qu'elle était très intéressante, parce que quand on réfléchit aux grands événements de la vie,
la mort, la naissance, le mariage par exemple, et il faut des témoins. Parce que comme c'est pris dans les fantasmes, dans les fantasmes, s'il n'y a pas de témoins, c'est comme si on rêvait. Il faut ancrer, il faut que le public, en tout cas les témoins, permettent à l'événement de s'ancrer dans une réalité. Hein? Ça, c'est vraiment Ferenczi qui est le premier à appuyer là-dessus, sur cette fonction de l'hôte. Il faut un hôte pour accueillir l'événement et l'ancrer. Hein. C'est très très important, mais tu as raison, dans le social, en effet, pour qu'un événement existe, il faut un témoin. Ces événements importants, c'est-à-dire ceux qui peuvent être pris dans les fonction symbolique, enfin de mariage. Il faut qu'il y ait une structure symbolique pour les ancrer. Alors, effectivement, il y a certains mariages qui se font juste les mariés et les témoins. Effectivement, ça commence assez ça mal. fait juste, mais enfin. Mais il y a des témoins. Oui, mais enfin, là, c'est témoins. quasiment pas de témoins, justement. Mais alors là, c'est pareil sur l'autisme. Alors, à la naissance, qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'il y a des témoins? Est-ce qu'il y a du monde? Est-ce qu'il y a des... Où ça se passe Non, mais je dirais que la fonction témoin, d'une certaine façon, elle est induite par l'autre maternel, d'emblée. Oui, mais là... C'est-à-dire que tu pousses une espèce de cri... pas toute seule. Comment? Si l'enfant est... D'ailleurs, c'est ce qu'on voit chez les très jeunes enfants autistes qui pleurent dans un désert. Ils ont des pleurs qui sont des pleurs de bêtes sauvages. C'est pas des appels. Et toi, qu'est-ce que tu fais? Tu traduis, tu dis « Oh, ben tu m'as appelé, ou tu as l'air de vraiment souffrir, ou on dirait que tu veux que je vienne, etc. » C'est-à-dire que déjà, je témoigne que tu as crié, en supposant à l'autre qu'il y a là un appel et une adresse. C'est-à-dire que le témoin, il dit quelque chose. Dans le livre dont je parlais, j'ai nommé un certain nombre de fois des patients qui finissent par évoquer des bribes, je ne peux pas dire de souvenirs, mais de scènes traumatiques. Et notamment, je me souviens d'une patiente qui a évoqué un viol, qu'elle aurait une fellation, qu'elle aurait demandé de faire. Elle pensait que c'était deux adolescents. Et après m'avoir raconté ça, elle avait des vagues souvenirs de carreaux de salle de bain, de seringues, enfin bon, c'était très... Et elle me dit immédiatement après l'évoquer, mais c'est pas vrai, je l'ai rêvé. Et à ce moment-là, je lui dis, écoutez, si cet événement s'est produit, vous avez vous-même fatalement produit des signes. Alors, allez interroger votre famille pour savoir si en effet, entre 3 et 5 ans, il ne vous est pas arrivé quelque chose, je ne sais pas, une maladie, une fièvre, une hospitalisation. Et il se trouve, là on a eu un bol incroyable, que cette patiente est revenue la semaine suivante en disant j'ai interrogé ma mère, c'est pas à 5 ans comme je le croyais, mais à 3 ans parce qu'on m'a changé de nourrice, on m'a mis chez un couple de nourrices. Et j'ai été hospitalisée pendant 1 mois pour une fièvre qui ne cédait pas. Et me dit-elle en me montrant le carnet de santé, regardez, il y a écrit syndrome de Schwanzek. Alors, le syndrome de Schwanzek, c'est une tétanie des muscles autour de la bouche, que personne d'ailleurs n'avait décrypté à cette époque, mais qui nous donnait quand même suffisamment d'éléments. Et à partir de là, finalement, de ce témoignage qu'elle a produit elle-même, mais que je l'ai incité à trouver, d'abord le délire a commencé à s'estomper, et elle a pu enregistrer cet événement comme étant un événement vécu. Et je me souviens de cette année, il m'avait beaucoup frappé parce que finalement ce qui la faisait le plus souffrir, c'était, disait-elle, une période d'amnésie de 2 ans après cet événement. Et on me dit, là j'ai un trou dans ma vie, je ne saurais jamais ce qui s'est passé, non pas à ce moment-là, ça avait été identifié, elle avait été redonnée à une autre nourrice fort loin de chez sa mère, et elle disait j'ai un trou de 2 ans dans ma vie. C'était ça sa souffrance. On risque moins le passage à l'acte, c'est-à-dire qu'il y a déjà une imagination possible. Et il est vrai que dans le service où je travaille, vraiment les mamans sont totalement démunies devant les pleurs de l'enfant, qui évidemment surajoutent dans les pleurs puisqu'il n'a pas de réponse à ces pleurs. Parce que la maman ne peut pas justement ce qui est
mis à mal, c'est qu'elle ne peut pas accepter d'imaginer. Il faut d'une certaine façon qu'elle sache, et là tu parlais tout à l'heure de la question du dessin, c'est-à-dire qu'elle sache dans une espèce de connaissance paranoïaque ce qu'a l'enfant. Qui peut savoir ce qu'a un enfant? Enfin, je parle de nourrisson. On a une intuition, on imagine, et que c'est ça qu'on appelle la subjectivité. C'est avec cette imagination qu'on va fabriquer la possibilité pour l'enfant de traduire éventuellement une demande et de transformer ce cri biologique en un cri d'appel. En fait, vous avez tout à fait raison de signaler que c'est un défaut imaginaire, hein, l'incapacité de jouer, l'incapacité d'imaginer, de prêter à l'enfant finalement quelque chose qui n'est peut-être pas vrai, mais à la limite on s'en fiche. Alors, on peut dire aussi que pas une naissance du grand autre. Je propose de dire qu'il n'y a pas eu naissance du grand autre. Pour qui? Pour l'autiste. Ah oui. Oui, De l'autre, pour qui? de l'autre, De l'autre Oui, tout enfin, court. je dirais du grand autre pour que ça puisse s'inscrire. Oui, Déjà. mais il n'y a pas d'autre. Oui, d'accord. Donc pas de grand truc. Bon, bah écoutez, nous allons remercier Catherine.